j'avais occupé des fonctions au sein de la profession médicale. J'ai été élu au bureau du Collège des médecins. À ce titre-là, j'ai eu pour la première fois de ma vie des contacts avec le secteur public, avec la vie publique. Et à un moment donné, à cause d'une déception, parce que M. Jean Lesage avait présenté un projet de loi intitulé « Loi des hôpitaux ». Et cette loi, du genre qu'on appelle loi cadre, avait besoin de règlements qui devaient être ajoutés. Et la profession médicale, le Collège des médecins, a réagi en disant « ce n'est pas à des fonctionnaires de faire de tels règlements, c'est à des professionnels, des médecins, des administrateurs d'hôpitaux ». Et M. Lesage a accepté et a confié au collège et aux associations hospitalières la responsabilité de la confection des règlements. Et à la toute fin, pour des raisons un peu compliquées, le document a été rejeté. Et c'est avec cette frustration que je me suis dit, je suis à une croisée des chemins, ou bien je dois retourner à l'exercice de la pédiatrie à temps complet, ou bien je me rends compte que je ne suis pas au niveau où se prennent les décisions et je prends l'initiative d'atteindre ce niveau-là. Et c'est ça qui m'a amené vers la politique. J'avais eu l'idée de me présenter au provincial. Mais je ne savais pas comment m'y prendre. Je me suis adressé à un ami, ancien journaliste, qui connaissait beaucoup de monde et qui est allé à Québec rencontrer des membres du Conseil des ministres, du gouvernement Lesage à l'époque. Et sur le voyage du retour, il a rencontré M. Marchand. Et M. Marchand lui a tiré les vers du nez, a appris qu'il avait entrepris la promotion de ma candidature. M. Marchand a demandé que je l'appelle. Je l'ai appelé, il m'a dit « Tout le monde sait que je vais me lancer dans la politique fédérale, mais je ne l'ai pas encore annoncé. » L'une des raisons, c'est que j'ai dit à M. Pearson que je n'irai pas seul. Je n'irai que si je peux m'entourer d'une équipe qui pense comme moi. Et jusqu'à maintenant, les membres de mon équipe sont de mon groupe, de la Société des Canadiens français. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui est d'une autre communauté et c'était très séduisant. Et j'ai accepté, mais à ce moment-là, il y avait encore plusieurs comtés qui n'avaient pas leur candidat libéral. Mais avec le temps, comté après comté a choisi un candidat, il n'en restait pas beaucoup, et en fin de compte, il n'en restait que deux. Mont-Royal et Saint-Jean-sur-Richelieu, et l'on ne voulait pas permettre à M. Trudeau d'aller dans Saint-Jean-sur-Richelieu. On craignait qu'il ne se fasse battre. Il n'était pas très bien connu à l'époque. Et c'est ainsi qu'on m'a dit « Pose ta candidature dans Mont-Royal » et 48 heures plus tard, on a dit à M. Trudeau de poser sa candidature dans le même comté. M. Marchand était furieux, mais il était trop tard, il n'y avait rien à faire. J'ai subi des pressions pour que je me retire. J'ai refusé de me retirer. Je suis allé à la convention, j'ai fait mon discours, j'ai récolté un certain nombre de voix. Et à la fin, à ma descente de l'estrade, il y avait un petit groupe de personnes que je ne connaissais pas
qui m'attendaient pour me dire les domaines qui vous intéressent, la santé, l'éducation, sont en fait de juridiction provinciale et nous aurons un nouveau comté, nous n'avons pas de candidat, nous aimerions que vous soyez notre candidat. Ça a pris du temps avant que M. Marchand ne me donne le feu vert, mais c'est ainsi que je suis retourné à mon objectif originel de me présenter au provincial et que je suis devenu député de D'Orsay-McGee. Au début, parce que les limites ont changé avec une redistribution, au début, c'était à 15% francophone, à 85% anglophone. Le comté englobait une bonne partie du secteur Côte-des-Neiges, donc des gens moins bien nantis que dans l'ouest du comté. Avec le changement des limites du comté, la composition est changée. Je n'avais que 5% de francophones, ce qui m'a beaucoup déçu. J'étais déjà très attaché aux deux langues de notre pays. Et aussi, c'était une population moins variée qu'auparavant. J'avais beaucoup de respect et d'estime pour M. Lesage. C'était une joie de travailler avec lui. J'ai trouvé d'autres collègues, dont notamment Robert Bourassa, avec qui les échanges étaient fort stimulants. Et sur le coup, oui, j'étais déçu, mais avec le temps, pas beaucoup de temps, j'ai compris que commencer dans l'opposition, c'est un bon apprentissage et on peut être un meilleur ministre, meilleur député et ministre, côté ministériel, avec cette formation. J'ai été privilégié de pouvoir relever d'importants défis. C'est un peu par accident, si vous voulez. Le départ de M. René Lévesque, qui avait été, avec M. Lesage, ministre du Bien-être social, a créé un vide. Ce vide aurait pu être comblé par M. Émilien Lafrance, qui avait été le prédécesseur de M. Lévesque à ce titre-là. Mais M. Lafrance était toujours un peu amer. Il n'avait pas aimé que M. Lesage le remplace. Et il n'a pas voulu assumer cette responsabilité. Donc, il y avait un vide et j'ai comblé ce vide. Quelques mois plus tard, M. Eric Kearns, qui avait été ministre de la Santé et qui avait donc été critique de l'opposition dans le domaine, est parti briguer les suffrages pour la direction du Parti libéral fédéral. Un nouveau vide et c'était moi qui ai été appelé à combler ce vide. Et cela m'a fourni l'occasion de faire d'importants débats sur la santé, sur le bien-être social, avec le ministre du temps, M. Jean-Paul Cloutier. M. Cloutier était nécessairement un adversaire, mais est devenu un ami pour qui j'avais et j'ai toujours énormément de respect. Et nous avions des débats marqués au coin de la gentilhommerie, au point où on nous disait « vous allez gagner le trophée Lady Byng qui est accordé au joueur de hockey qui est le plus gentilhomme ». Je suis pédiatre de profession et dès mon élection, j'ai dû renoncer à l'acceptation de nouveau-nés pour s'ajouter à ma clientèle. Je trouvais que ce n'était pas juste à l'endroit de ces jeunes familles.
d'accepter d'être à distance lorsque, avec un petit bébé, on a besoin de la présence fiable d'un médecin. Alors, avec le temps, même si j'ai continué d'exercer, notamment les fins de semaine et les périodes où la Chambre ne siégeait pas, c'était une clientèle qui diminuait et qui vieillissait. Et vers la fin, j'avais surtout des adolescents. Les adolescents n'ont pas beaucoup de maladies aiguës qui nécessitent une attention immédiate, mais ont besoin d'une oreille attentive et de conseils. Et, ça me plaisait beaucoup, j'aimais cette partie de ma carrière. Mais devenu ministre, c'était de plus en plus difficile. J'ai continué dans une certaine mesure, mais enfin, lorsque j'ai quitté l'Assemblée nationale, j'ai dû me retirer complètement de l'exercice de ma profession. Il y avait beaucoup de préoccupations dans le domaine de l'éducation. On se rappelle qu'en 1966, encore en 1970, la population juive, qui était principalement concentrée dans ce comté-là, n'avait pas le droit de voter aux élections scolaires, n'avait pas le droit de se présenter au poste de commissaire d'école. Cela n'a changé qu'en 1972, lorsque Guy Saint-Pierre, devenu ministre de l'Éducation, a trouvé un moyen de contourner les difficultés constitutionnelles qui avaient toujours été citées pour expliquer pourquoi on ne pouvait accorder ce droit à certains citoyens. Donc, c'était une grande préoccupation. Aussi le fait que notre système scolaire, à l'époque, était un système fondé sur deux religions. Il y avait les écoles catholiques, les écoles protestantes, mais il y avait aussi des écoles juives. Et ces écoles n'avaient pas la même reconnaissance en statut et certainement pas en appui financier. Et c'est entre-temps, en 1969, le gouvernement de M. Jean-Jacques Bertrand, gouvernement de l'Union nationale, M. Jean-Guy Cardinal était ministre de l'Éducation. C'est ce gouvernement qui a décidé de reconnaître qu'il y avait d'autres confessions au sein du système scolaire et d'accorder un appui financier à ces autres confessions. Je suis allé voir M. Bertrand, qui avait auparavant été ministre de l'Éducation. Devenu Premier ministre, il s'intéressait à tout ce domaine-là. Et vous savez, c'était aux années 20, fin des années 20, début des années 30. La population juive n'avait aucune reconnaissance, aucun droit, même pour la fréquentation scolaire. La fréquentation scolaire était obligatoire, mais rien n'obligeait les écoles existantes, catholiques ou protestantes, à accepter les enfants de foi juive. C'était les écoles protestantes qui ont accepté de former les enfants de foi juive un peu à reculons, mais c'était accepté. Et cela a été confirmé par une modification à la loi sur l'instruction publique. Un nouveau chapitre a été ajouté et le premier article de ce chapitre disait « Pour les fins d'éducation, les enfants juifs seront considérés comme des protestants ». Et lorsque je suis allé voir M. Bertrand, il avait les statuts refondus du Québec ouverts devant lui. Il mettait le doigt sur cet article-là. Il m'a dit c'est l'une des pires erreurs jamais faites par le législateur québécois. Et en fait, on a forcé la communauté juive à devenir une communauté anglophone. Elle aurait pu devenir une communauté francophone si la loi avait été rédigée autrement. J'étais inquiet, j'avais peur.
comme tout le monde d'ailleurs. Mais laissez-moi dire immédiatement que l'opinion publique et l'histoire ont été injustes à l'endroit de Robert Bourassa à ce sujet-là. J'étais là à tous les jours. Et lorsque, par exemple, M. Bourassa a décidé d'installer le Conseil des ministres à l'hôtel Reine-Élisabeth à Montréal, on a interprété cela comme manifestation de peur de sa part. Bien au contraire, j'ai vu un homme extrêmement courageux et la présence à Montréal nous permettait de rencontrer plusieurs fois par jour les dirigeants des forces policières qui étaient centrés à Montréal. Il n'y avait pas de peur derrière cette décision. Et, mon Dieu, nous avons traversé cette période où j'avais des soldats devant la maison et j'avais de la protection, notamment de la Sûreté du Québec. Et c'était une période difficile à vivre. Enfin, nous avons compris que l'envergure de l'attaque contre la société était beaucoup moindre que nous n'avions pensé. Mais la rétrospective est toujours claire lorsqu'on est dans le feu de l'action. On doit même prendre le pire comme possible et agir en conséquence. Il n'y avait pas de précédent. On pouvait tirer des leçons de certaines expériences vécues ailleurs, mais dans notre expérience, il n'y avait pas de précédent. Nous avons dû, en toute logique, nous fier au Conseil des forces policières. Nous avions la Gendarmerie royale, la Sûreté du Québec, la police de la communauté urbaine de Montréal et nous avions même l'armée qui participait de façon un peu différente à la stratégie. Et c'est sur la base de ces conseils que les diverses décisions ont été prises. Je ne savais pas suffisamment ce à quoi on devait s'attendre avec l'application de la loi des mesures de guerre. En rétrospective, c'était exagéré. Et en rétrospective, j'ai regretté les incursions dans la vie privée de beaucoup de monde dont personne n'a été inculpé. Mais c'était la recommandation des forces policières et une recommandation qui avait été formulée durant plusieurs jours et résistée par M. Bourassa. Résister. Et enfin, avec notamment les conseils du ministre de la Justice, M. Jérôme Choquette, c'était décidé, oui, d'aller de l'avant. Mais j'ai été fort malheureux. Je ne critique personne, je ne parle que pour moi-même. J'ai été fort malheureux de cette razzia qui a été entreprise. J'ai été nommé immédiatement membre du Conseil des ministres, mais sans responsabilité précise. J'ai été ministre dit d'État attaché à l'éducation et à la santé. J'ai trouvé une niche à l'éducation. Monsieur Guy Saint-Pierre était très accueillant et j'ai travaillé fort agréablement avec lui. Mais évidemment, c'était normal, je pense. J'avais l'espoir de devenir ministre en titre de quelque chose. Et c'est à l'été de 1970 que j'ai écrit un mémoire à M. Bourassa. Et j'ai dit, Monsieur le Premier ministre, il me semble qu'il y a deux domaines où nous ne nous affirmons pas suffisamment. Nous n'assumons pas de façon précise nos responsabilités. C'était la protection de l'enfance et c'était la protection de l'environnement.
Et M. Bourassa a réagi positivement à l'idée de créer un nouveau centre de responsabilité pour l'environnement. Et c'est ainsi qu'à la fin de l'année, en décembre de 70, je suis devenu ministre de l'Environnement. Il ne serait pas juste de dire que rien ne se faisait à ce moment-là. Oui, il a fallu créer de toutes pièces un ministère et l'appeler ministère de l'Environnement, mais il y avait quand même des équipes qui travaillaient très bien dans ce domaine-là. Et M. Claude Castonguay, qui était ministre de la Santé, a été extrêmement généreux. Il a identifié des équipes au sein de son ministère qui travaillaient dans le secteur qu'on appelle santé publique. Et c'était effectivement la protection de l'environnement qui se faisait par ces équipes-là. Il me les a transférées. Et le ministère de l'Environnement n'était pas au départ autonome. Il a été attaché au ministère des Affaires municipales où l'on s'occupait du traitement des eaux usées, de la fourniture d'eau potable. Et il y avait des éléments de cette nature qui ont été combinés pour former le ministère de l'Environnement. Il fallait quand même structurer la loi pour assurer cette protection et c'était ma première et principale tâche et chose qui n'était pas largement connue à l'époque. Le conseiller juridique, le légiste qui a été affecté à cette responsabilité était nul autre que l'ancien premier ministre Jean Lesage. Et je me suis trouvé de nouveau à travailler en harmonie et en grand respect avec M. Lesage. C'est lui vraiment l'auteur de la loi sur la protection de l'environnement. Il y avait quelques groupes de pression, des groupes qui procédaient notamment par contestation, par dénonciation. Mais il fallait mobiliser l'opinion publique à la base. Et c'est cette tâche que j'ai assumée. J'ai commencé à parcourir la province. Ce qui était une joie pour moi. Je connaissais déjà certaines régions de la province, mais pas toutes. Et j'ai fini par visiter à peu près tous les coins de la province et j'ai acquis une connaissance du Québec que j'ai beaucoup appréciée. Et effectivement, j'ai été poussé vers l'avant par des événements dont le plus important était l'annonce en avril de 71 par M. Bourassa du premier projet de la baie James. Et M. Bourassa s'attendait à ce que l'opinion publique soit impressionnée par l'envergure du projet, par les perspectives d'avenir, l'augmentation de notre capacité de produire de l'électricité. Ce sur quoi il n'avait pas compté, c'était que immédiatement son ministre de l'Environnement serait sur la sellette, serait dans la soupe chaude pour défendre le projet. Et c'est ainsi que j'ai eu à dialoguer avec l'opinion publique d'une façon fort intense. En ce qui concerne ma carrière, l'élément dont je suis le plus fier est certainement l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi sur la qualité de l'environnement.